dans les profondeurs des forêts européennes, derrière des grilles rouillées et des murs couverts de lierre, se cachent les vestiges silencieux d'une époque révolue. Des palais majestueux, autrefois symboles d'opulence et de pouvoir absolu, gisent aujourd'hui dans l'oubli, dévorés par le temps et l'abandon. Mais que s'est-il réellement passé? Comment des fortunes colossales, bâties sur des siècles de privilèges et de richesses, ont-elles pu s'évaporer en quelques années seulement? Bienvenue dans l'univers fascinant et troublant des palais qui ont tout perdu. L'histoire commence dans les couloirs dorés de Versailles, ce monument de 2 mesures voulu par Louis XIV pour glorifier la monarchie française. Ce palais, qui s'étend sur plus de 63 000 mètres carrés et compte 2300 pièces, n'était pas simplement une résidence royale. C'était une machine de guerre politique, conçue pour éblouir, impressionner et soumettre la noblesse française à l'autorité du roi Soleil. Mais cette grandeur avait un prix que peu imaginent aujourd'hui. Dès sa construction au XVIIe siècle, Versailles fut un gouffre financier sans précédent. Louis XIV y engloutit des sommes astronomiques, mobilisant les meilleurs architectes, décorateurs et artisans du royaume. Les chantiers duraient des décennies, les jardins nécessitaient un entretien constant, les fontaines engloutissaient des fortunes en système hydraulique. Saint-Simon, ce chroniqueur impitoyable de la cour, décrivait Versailles comme un lieu ingrat, sans vue, sans bois, sans eau naturelle, tout n'étant que sable mouvant et marécage. Transformer ce terrain inhospitalier en paradis terrestre coûtait chaque année des millions de livres au trésor royal. Sous Louis XVI, au crépuscule de l'Ancien Régime, l'entretien du château était devenu si coûteux que des restrictions financières durent être appliquées à la maison du roi. Le manque de commodité dans les appartements rendait pressante la nécessité d'une rénovation profonde des bâtiments, mais l'argent manquait cruellement. La monarchie française, malgré sa splendeur apparente, vacillait déjà sous le poids de ses propres excès. Puis vint la Révolution, ce bouleversement qui changea à jamais le destin de Versailles. Le 10 juin 1793, la Convention ordonna la vente aux enchères du mobilier du château. 17 182 lots furent dispersés entre 1793 et 1796. Les plus belles pièces partirent pour l'Angleterre, achetées par des mandataires du roi George III, pour meubler le palais de Buckingham et le château de Windsor. Charles-François de la Croix, le père du célèbre peintre, proposa même de démolir Versailles et d'y passer la charrue. Les sans-culottes arrachèrent les fleurs des jardins pour planter des pommes de terre et des oignons. Le petit Trianon devint une gargote, tandis que des clubs révolutionnaires s'installèrent dans l'Opéra et la Chapelle Royale. Napoléon Bonaparte, devenu empereur, considéra Versailles avec un mélange de mépris et de pragmatisme. Il déclara un jour à l'architecte Fontaine qu'il aurait préféré que la Révolution détruise entièrement le château, lui épargnant ainsi l'embarras d'avoir un vieux palais mal fait sur les bras. Il refusa d'en faire sa résidence impériale, préférant le Grand Trianon où il fit quelques travaux à partir de 1805. Louis XVIII songea à réinvestir Versailles après la Restauration, mais devant l'aspect financier colossal et le risque politique qu'une telle décision représenterait, il abandonna ce projet. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le domaine de Versailles était dans un état critique. Le coût des travaux de restauration pour le sauver de la ruine fut estimé à 5 milliards de francs, une somme vertigineuse pour l'époque. En 1950, les crédits alloués aux services dont dépendait Versailles s'élevaient à 2,5 milliards de francs, à répartir entre près de 600 bâtiments civils et une trentaine de palais nationaux. Les 5 milliards nécessaires à la restauration de Versailles représentaient donc le double du budget annuel total de ce service. En 1952, André Cornu, secrétaire d'État aux Beaux-Arts, lança une campagne nationale de collecte de fonds par une émission de radio, créant un comité national pour la sauvegarde du château de Versailles. Dans chaque département français, des comités locaux furent créés pour trouver les ressources nécessaires au financement des travaux de restauration. Sans cette mobilisation exceptionnelle, Versailles aurait pu rejoindre la longue liste des palais abandonnés qui parsèment l'Europe. Aujourd'hui encore, le Grand Trianon subit les affres du temps. La toiture de l'aile du Trianon sous bois fuit et nécessite une réfection complète pour un coût d'1 400 000 €. La détérioration s'est accélérée depuis 10 ans, et des seaux sont disposés dans les salons pour recueillir l'eau de pluie. Catherine Pégard, présidente du château de Versailles, a lancé un appel au mécénat, espérant que des entreprises accepteront de financer cette restauration urgente. En 2025, pour faire face à ces coûts d'entretien colossaux, le château a augmenté ses tarifs pour les visiteurs venant de pays situés hors de l'espace économique européen, passant de 32 à 35 €, dans l'espoir de générer 9 300 000 € de recettes supplémentaires par an. Mais Versailles n'est pas le seul palais à avoir frôlé la disparition. À travers toute l'Europe, des centaines de châteaux et de palais ont connu un destin plus tragique encore. En Normandie,
le château de Lyon-la-Forêt, construit au début du XIIe siècle par Henri Ier d'Angleterre, surnommé Henri Beauclerc, n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir enfoui sous la place du village. Ce roi y mourut en 1135, victime selon la chronique d'une indigestion de lamproie. Le château, qui comptait 4 grandes tours et 4 portes, fut détruit durant la guerre de Cent Ans en 1436. Au début du XVIIe siècle, il était déjà en ruine, seule la chapelle Saint-Nicolas subsistant. Les fondations de l'imposant donjon ne furent redécouvertes qu'en 2007, lors de fouilles archéologiques estivales. En Ukraine, le château de Pidirtsi, construit au XVIIe siècle dans la région de Lviv, demeure un exemple remarquable de l'architecture baroque. Autrefois propriété d'une famille noble influente, ce palais fut tour à tour occupé par les Russes pendant la Première Guerre mondiale, puis par les nazis durant la Seconde. Les Soviétiques s'en emparèrent ensuite pendant la guerre froide, le transformant en sanatorium avant qu'un incendie ne le ravage durant 3 semaines. Les dégâts furent estimés à 12 millions de dollars. Aujourd'hui, la ville de Lviv peine à rassembler les fonds nécessaires pour restaurer cette merveille flétrie et la transformer en musée. En Inde, des centaines de palais majestueux, autrefois emblèmes d'opulence et de pouvoir, se dressent comme des témoins silencieux d'une époque révolue. Ces constructions somptueuses, ornées de marbre, de pierres précieuses et de boiseries finement ouvragées, étaient le théâtre de fêtes fastueuses et de réceptions grandioses. Aujourd'hui, leurs murs lézardés et leurs fresques effacées racontent une histoire bien différente. Les raisons de leur abandon sont multiples. La chute des fortunes familiales et les mutations économiques ont privé ces palais de leur entretien. Les propriétaires ont souvent quitté ces lieux pour s'installer dans des métropoles modernes, laissant derrière eux des édifices trop coûteux à maintenir. Au Portugal, le palais Fonte da Pipa, construit à la fin du XIXe siècle à Loulé en Algarve, fut le rêve d'un notable local nommé Marçal Pacheco. Il avait acheté le terrain pour ériger un palais semblable à ceux qu'il avait vus lors de ses voyages en Europe du Nord, espérant y recevoir le roi Carlos Ier lors d'une visite en Algarve. La construction débuta en 1875, mais Marçal Pacheco mourut en 1896 sans avoir vu l'achèvement de son palais de rêve. La propriété connut ensuite de nombreux propriétaires successifs avant de rester très longtemps à l'abandon. Un investisseur l'avait finalement acheté, projetant de le rénover, mais le palais fut malheureusement victime d'un incendie qui ravagea tout le bâtiment, détruisant à jamais ses fresques murales, ses boiseries précieuses et ses mosaïques d'inspiration surréaliste. Mais au-delà des palais eux-mêmes, c'est l'histoire des familles qui les possédaient qui révèle les mécanismes de ces effondrements financiers. En France, la fortune des Orléans, formée par divers héritages et consolidée lors de la conquête de l'Algérie par Louis-Philippe, était estimée à 100 millions de francs suisses en 1940. Henri, comte de Paris, hérita alors de son père cette somme colossale. Mais en 1999, à sa mort, il ne restait pratiquement plus rien. Ses 11 enfants n'eurent que des miettes. Comment une telle fortune avait-elle pu disparaître? L'homme avait été aidé dans cette dissipation par une étrange gouvernante nommée Monique Friès, mais il avait surtout mené un train de vie royal. Durant la période de l'après-guerre jusqu'aux années 70, il recevait sans compter, organisait des dîners fabuleux et devait entretenir ses propriétés. Il avait également perdu beaucoup d'argent dans de mauvais placements financiers. Lorsque les nombreux enfants du défunt comte de Paris apprirent en juin 1999 que leur père ne leur laissait rien, ils découvrirent que même la dernière résidence officielle d'Henri d'Orléans était vidée de tous ses meubles. Le comte de Paris avait soigneusement pris soin de laisser pour unique legs une paire de pantoufles et 6 mouchoirs brodés aux armoiries royales. En 1995, le compte en banque d'Henri d'Orléans contenait 60 millions de francs. 2 ans plus tard, il n'en comptait plus que 40 millions. La fortune continuait de fondre mystérieusement. Une partie avait été léguée à la Fondation Saint-Louis, dont les héritiers récupérèrent quelques biens en 2013, les revendant pour 6 200 000 €. Mais cela ne représentait qu'une fraction de la fortune initiale. Vincent Mélan, spécialiste de ces questions, avance comme explication principale une surestimation de la fortune au départ et les mauvais investissements du comte. Cette histoire n'est pas unique. En Europe, les familles nobles se sont ruinées de manière spectaculaire depuis le XVIe siècle. L'ostentation coûtait très cher. Bien des comtes et des ducs se sont ruinés en construisant des châteaux et en donnant des fêtes au-dessus de leurs moyens. À cela s'ajoutaient les femmes, les jeux de cartes et les mauvais placements. Les faillites se succédèrent en France depuis le XVIe siècle, quand Louis XIV entreprit de ruiner les grands seigneurs pour mieux les contrôler. Au XVIIIe siècle, le système dit de la Savonnette à Vilain les faisait épouser de très riches bourgeoises, qu'ils plumèrent ensuite sans vergogne. Le prince de Guéménée, de la maison de Rohan,
fit faillite en 1783 avec un passif atteignant 66 millions de francs. Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, reçut de la cassette royale des sommes que les pamphlets de la Révolution crurent pouvoir totaliser à 70 millions de francs d'aujourd'hui pour les 20 années que dura son règne. Mais elle était si prodigue qu'elle n'amassa rien, et son frère Marigny recueillit seulement de quoi payer ses dettes. En Angleterre, les ducs de Devonshire faillirent perdre leur magnifique château de Chatsworth. Le père d'Andrew, le 11e duc, était mort en 1950, quelques semaines avant l'entrée en vigueur d'une fondation transformant les biens familiaux en trust. Le montant de la facture fiscale fut astronomique, 70% de la fortune le jour du décès. L'opération de sauvetage ne réussit que grâce à la duchesse Deborah, qui transforma le château en attraction touristique. Mais il fallut encore parfois vendre un chef-d'œuvre chez Christie's pour assurer les fins de mois. En Allemagne, après la Première Guerre mondiale et l'abolition des privilèges nobiliaires, de nombreuses familles aristocratiques perdirent leurs propriétés et leur statut traditionnel. Beaucoup de retraités échouèrent à se créer une nouvelle existence, et les mémoires de l'époque sont remplies de récits d'hommes sans emploi qui, accompagnés de leurs femmes, rendaient de longues visites au château de leur parenté. Le château de Leuchtenberg, qui appartenait autrefois à une famille noble influente, tomba en ruine dans les années 1600. Aujourd'hui, les ruines sont bien entretenues grâce au tourisme, mais beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Les coûts d'entretien d'un palais sont tout simplement prohibitifs pour la plupart des particuliers. Un petit château d'environ 3300 mètres carrés avec son terrain peut afficher un prix allant de 650 000 à 6 millions de dollars, auxquels s'ajoutent les nombreux frais d'entretien annuels. Le chauffage seul peut coûter des dizaines de milliers d'euros par an. Les toitures doivent être refaites régulièrement, les façades nettoyées, les jardins entretenus. Sans personnel permanent, ces demeures se dégradent à une vitesse stupéfiante. Le château de Rupera au pays de Galles, construit en 1626 par le premier baron de Galles Thomas Morgan, fut détruit une première fois par le feu en 1785. Réparé, il servit de base militaire à l'armée britannique lors de la Seconde Guerre mondiale. Un nouvel incendie se déclara en 1941, et personne depuis n'a eu le courage ni les moyens de le restaurer. Le bâtiment fut mis en vente au prix d'1,5 million de livres sterling, mais resta sans acquéreur pendant des décennies. En Belgique, le château de Miranda, construit entre 1866 et 1877, fut abandonné en 1981. Ce palais néogothique, autrefois propriété de la famille Liedekerk-Beaufort, devint une colonie de vacances après la Seconde Guerre mondiale, puis un centre pour enfants malades. Mais les coûts d'entretien devinrent trop lourds, et le château fut délaissé. Il devint rapidement une mecque pour les photographes urbex, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Mais en 2017, craignant pour la sécurité publique et face à l'impossibilité de financer une restauration, les propriétaires décidèrent de le démolir purement et simplement. Une page de l'histoire belge se tournait ainsi dans un nuage de poussière. Ce qui frappe dans toutes ces histoires, c'est la rapidité avec laquelle la déchéance s'opère. Un palais peut tenir des siècles, traverser des guerres, des révolutions, des changements de régime. Mais dès qu'il n'est plus entretenu, dès que les moyens financiers manquent, la dégradation s'accélère de manière exponentielle. Une toiture qui fuit pendant quelques années peut compromettre toute la structure d'un bâtiment. L'humidité s'infiltre dans les murs, les fresques se détachent, les planchers pourrissent, les plafonds s'effondrent. En 10 ans, un palais magnifique peut devenir une ruine dangereuse. Le cas du château de Vesio en Italie illustre parfaitement ce phénomène. Ce château médiéval surplombant le lac de Côme fut abandonné au XIXe siècle. En quelques décennies, la végétation envahit les salles, les tours perdirent leur toiture, les escaliers devinrent impraticables. Ce n'est que grâce à une association locale, dans les années 2000, que le château fut partiellement restauré et ouvert au public. Mais combien d'autres châteaux n'ont pas eu cette chance? En France, on estime qu'il existe plusieurs milliers de châteaux et de manoirs abandonnés ou en péril. Beaucoup appartiennent à des propriétaires qui n'ont pas les moyens de les entretenir mais ne peuvent pas non plus les vendre, faute d'acquéreurs. Le marché des châteaux est devenu très compliqué. Les acquéreurs potentiels doivent non seulement avoir les moyens d'acheter, mais aussi ceux d'entretenir, de chauffer, de restaurer. Pour un château de taille moyenne, il faut compter au minimum 100 000 € par an d'entretien, sans compter les travaux exceptionnels. Certains propriétaires tentent de transformer leur château en hôtel, en chambre d'hôtes, en salle de réception pour mariage et événements. C'est souvent la seule solution viable pour générer les revenus nécessaires à l'entretien. Mais cela demande des investissements initiaux importants, des autorisations administratives complexes, et une gestion professionnelle exigeante.
Beaucoup échouent dans cette entreprise, épuisés financièrement et physiquement. L'État français a créé divers dispositifs pour encourager la sauvegarde du patrimoine, notamment la loi Malraux de 1962 qui permet des déductions fiscales importantes pour les travaux de restauration. Mais ces aides ne suffisent souvent pas face à l'ampleur des besoins. Chaque année, des châteaux disparaissent, démolis faute de pouvoir être sauvés, ou s'effondrent lentement, livrés aux intempéries et aux pilleurs. Les familles royales et aristocratiques actuelles ont tiré les leçons de ces échecs du passé. La famille royale britannique, par exemple, gère son patrimoine de manière très professionnelle. Les palais sont ouverts au public et génèrent des revenus touristiques considérables. Le domaine de la couronne, dont les bénéfices sont reversés au trésor public, est valorisé à plusieurs milliards de livres. En 2024, le château de Versailles a accueilli environ 8 400 000 visiteurs, dont 83% d'étrangers, générant des dizaines de millions d'euros de recettes. Mais même avec ces revenus, l'équilibre reste fragile. Le Grand Trianon continue de se dégrader, nécessitant des travaux urgents. Le Petit Trianon et le hameau de la Reine ont nécessité des restaurations coûteuses ces dernières décennies. Sans la mobilisation constante de l'État, des mécènes et du public, Versailles pourrait à nouveau basculer vers la ruine. La leçon de ces histoires est claire. Les palais ne sont pas simplement des bâtiments, ce sont des organismes vivants qui nécessitent une attention constante, des soins réguliers, des investissements permanents. Ils sont le reflet d'une époque où la richesse était concentrée entre les mains de quelques familles, où le pouvoir s'affichait dans la pierre et le marbre. Aujourd'hui, dans un monde où la redistribution des richesses a profondément modifié la société, ces monuments du passé survivent difficilement. Certains y voient une forme de justice poétique. Les palais bâtis sur l'exploitation des peuples, sur les privilèges injustifiés de la noblesse, mériteraient peut-être de retourner à la poussière. D'autres considèrent au contraire que ces monuments font partie du patrimoine de l'humanité, qu'ils doivent être préservés comme témoins de notre histoire, même si cette histoire fut parfois sombre et injuste. En Espagne, le palais de Marive, résidence d'été de la famille royale espagnole depuis 1973, a nécessité des travaux constants pour être maintenu en état. En Suède, le roi Carl XVI Gustaf a dû puiser dans les subventions européennes agricoles pour renflouer les caisses royales, au grand scandale de l'opinion publique. Au Luxembourg, le grand-duc Henri et sa famille vivent dans un confort royal grâce à une fortune personnelle estimée à 3,6 milliards d'euros, mais doivent gérer leur patrimoine avec prudence. Les monarchies pétrolières du Golfe, comme celle du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, n'ont pas ces problèmes financiers. La famille royale qatari est estimée à plus de 300 milliards d'euros, et la famille royale saoudienne pèserait plus de 1300 milliards d'euros. Ces sommes astronomiques permettent de construire et d'entretenir des palais toujours plus grandioses, toujours plus luxueux. Mais combien de temps cette opulence durera-t-elle? Lorsque les réserves de pétrole s'épuiseront, ces palais connaîtront-ils le même sort que ceux de Versailles ou de Pidirtsi? L'histoire nous enseigne que rien n'est éternel, même les plus grandes fortunes, même les plus beaux palais. Le temps finit toujours par avoir raison de l'orgueil des hommes. Les pierres s'effritent, les dorures se ternissent, les jardins retournent à l'état sauvage. Ce qui fut construit en des décennies peut être détruit en quelques années d'abandon. Aujourd'hui, lorsque nous visitons Versailles, le château de Chambord ou le palais de Schönbrunn à Vienne, nous admirons leur beauté restaurée, leurs jardins impeccables, leurs salles magnifiquement meublées. Mais nous oublions souvent qu'ils ont frôlé la disparition, qu'ils ont connu des périodes d'abandon et de délabrement. Nous oublions que leur survie ne tient qu'à un fil, celui des budgets publics, du tourisme, du mécénat. Dans les forêts d'Europe, des centaines d'autres palais attendent en silence. Certains seront sauvés, transformés en musées, en hôtels, en centres culturels. D'autres continueront leur lente agonie, jusqu'à ce que leur dernier mur s'effondre et que la nature reprenne définitivement ses droits. Leur histoire rappelle aux vivants la fragilité de toute chose, même de ce qui semble le plus solide, le plus éternel. Les palais qui ont tout perdu nous enseignent l'humilité. Ils nous montrent que la grandeur est éphémère, que la richesse peut s'évaporer, que le pouvoir n'est qu'illusion. Dans leurs salles désertées résonnent encore les échos des fêtes d'autrefois, les rires des courtisans, les intrigues des ministres. Mais ce ne sont plus que des fantômes, des souvenirs gravés dans la pierre qui s'effrite. L'histoire continue de s'écrire. De nouveaux palais seront construits, de nouvelles fortunes seront bâties, de nouveaux empires s'élèveront. Et un jour, dans quelques siècles peut-être, d'autres explorateurs découvriront leurs ruines et se demanderont comment tant de splendeur a pu disparaître. Car tel est le cycle éternel de la grandeur et de la décadence, de la construction et de la destruction, de la mémoire et de l'oubli.
Ces palais abandonnés sont bien plus que des monuments historiques. Ils sont les témoins silencieux de nos ambitions démesurées, de nos folies passées, de nos rêves brisés. Ils nous rappellent que tout ce que nous construisons finira par retourner à la poussière, et que seule la mémoire de ce que nous avons été pourra traverser les siècles. Alors, la prochaine fois que vous visiterez un château, un palais, un manoir historique, prenez un moment pour penser à tous ceux qui ont disparu, à toutes ces fortunes englouties, à tous ces rêves de pierre qui se sont effondrés. Et souvenez-vous que rien n'est éternel, même pas la pierre, même pas l'or, même pas le pouvoir des rois. En Espagne, le palais de Marive, résidence d'été de la famille royale espagnole depuis 1973, a nécessité des travaux constants pour être maintenu en état. En Suède, le roi Carl XVI Gustaf a dû puiser dans les subventions européennes agricoles pour renflouer les caisses royales, au grand scandale de l'opinion publique. Au Luxembourg, le grand-duc Henri et sa famille vivent dans un confort royal grâce à une fortune personnelle estimée à 3,6 milliards d'euros, mais doivent gérer leur patrimoine avec prudence. Les monarchies pétrolières du Golfe, comme celle du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, n'ont pas ces problèmes financiers. La famille royale qatari est estimée à plus de 300 milliards d'euros, et la famille royale saoudienne pèserait plus de 1300 milliards d'euros. Ces sommes astronomiques permettent de construire et d'entretenir des palais toujours plus grandioses, toujours plus luxueux. Mais combien de temps cette opulence durera-t-elle? Lorsque les réserves de pétrole s'épuiseront, ces palais connaîtront-ils le même sort que ceux de Versailles ou de Pidirtsi? L'histoire nous enseigne que rien n'est éternel, même les plus grandes fortunes, même les plus beaux palais. Le temps finit toujours par avoir raison de l'orgueil des hommes. Les pierres s'effritent, les dorures se ternissent, les jardins retournent à l'état sauvage. Ce qui fut construit en des décennies peut être détruit en quelques années d'abandon. Aujourd'hui, lorsque nous visitons Versailles, le château de Chambord ou le palais de Schönbrunn à Vienne, nous admirons leur beauté restaurée, leurs jardins impeccables, leurs salles magnifiquement meublées. Mais nous oublions souvent qu'ils ont frôlé la disparition, qu'ils ont connu des périodes d'abandon et de délabrement. Nous oublions que leur survie ne tient qu'à un fil, celui des budgets publics, du tourisme, du mécénat. Dans les forêts d'Europe, des centaines d'autres palais attendent en silence. Certains seront sauvés, transformés en musées, en hôtels, en centres culturels. D'autres continueront leur lente agonie, jusqu'à ce que leur dernier mur s'effondre et que la nature reprenne définitivement ses droits. Leur histoire rappelle aux vivants la fragilité de toute chose, même de ce qui semble le plus solide, le plus éternel. Les palais qui ont tout perdu nous enseignent l'humilité. Ils nous montrent que la grandeur est éphémère, que la richesse peut s'évaporer, que le pouvoir n'est qu'illusion. Dans leurs salles désertées résonnent encore les échos des fêtes d'autrefois, les rires des courtisans, les intrigues des ministres. Mais ce ne sont plus que des fantômes, des souvenirs gravés dans la pierre qui s'effrite. L'histoire continue de s'écrire. De nouveaux palais seront construits, de nouvelles fortunes seront bâties, de nouveaux empires s'élèveront. Et un jour, dans quelques siècles peut-être, d'autres explorateurs découvriront leurs ruines et se demanderont comment tant de splendeur a pu disparaître. Car tel est le cycle éternel de la grandeur et de la décadence, de la construction et de la destruction, de la mémoire et de l'oubli. Ces palais abandonnés sont bien plus que des monuments historiques. Ils sont les témoins silencieux de nos ambitions démesurées, de nos folies passées, de nos rêves brisés. Ils nous rappellent que tout ce que nous construisons finira par retourner à la poussière, et que seule la mémoire de ce que nous avons été pourra traverser les siècles. Alors, la prochaine fois que vous visiterez un château, un palais, un manoir historique, prenez un moment pour penser à tous ceux qui ont disparu, à toutes ces fortunes englouties, à tous ces rêves de pierre qui se sont effondrés. Et souvenez-vous que rien n'est éternel, même pas la pierre, même pas l'or, même pas le pouvoir des rois.